J'ai des réponses positives et il est 13h30 présentement. Donc, nous allons commencer la rencontre. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'avril. Donc, aujourd'hui, c'est une journée toute spéciale. Donc, le 11 avril, la journée internationale du Parkinson et ce qui arrive aujourd'hui, on a une présentation sur la neurochirurgie fonctionnelle. Donc, j'espère que vous avez vu sur nos réseaux sociaux notre mouvement de vouloir s'habiller en bleu pour la maladie de Parkinson. Si vous l'avez fait, peut-être n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Et dans le fond, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire d'avril sur la série Vue au quotidien présentée par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour la présentation. Donc, comme je disais, le webinaire d'aujourd'hui va permettre de répondre à la question qu'est-ce que c'est la neurochirurgie fonctionnelle pour la maladie de Parkinson? Avant de commencer la présentation, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, donc Dr Michel Panisset. Donc, Dr Panisset a fait un internat en médecine à l'Hôtel-Dieu de Montréal, une résidence en neurologie à l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Il a ensuite réalisé un fellowship à l'ICERM 324 à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et au Centre McGill d'études sur le vieillissement. Dr Panisset est maintenant neurologue dans différents centres, dont le Centre McGill d'études sur le vieillissement, l'hôpital Douglas à l'hôpital Sainte-Marie, l'hôpital général juif, l'hôpital neurologique de Montréal et le CHUM. Donc, avant de lui céder la parole, je vois qu'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé, mais je voudrais vous informer qu'en bas à gauche, vous avez la zone de clavardage. S'il y a des problèmes techniques pendant la conférence, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez poser les questions à cet endroit-là. Si, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a des problèmes de son et que ça semble coupé, je vous invite à rester sur la plateforme le temps qu'on la redémarre. Donc, 5 minutes juste pour être sûr que tout fonctionne bien et, en fond, ne fermez pas la présentation. Si c'est votre ordinateur, donc si votre écran devient gris, juste uniquement recliquer sur le lien dans lequel vous avez trouvé le lien de la présentation. Donc, vous allez être redirigé et vous allez pouvoir suivre. La conférence est enregistrée, donc s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des choses que vous avez mal entendues ou qu'il y a des problèmes techniques, vous allez pouvoir le réécouter. Et pour tout ce qui est des questions, point de vue de ce qui va être présenté, ben, je vous invite à les poser les questions, mais on va y répondre uniquement à la fin. Donc, sur cette petite intervention, je vais maintenant céder la parole à Dr Panisset. Bonjour tout le monde. Je pèse sur tous les boutons qu'il faut. Est-ce que vous me voyez puis vous m'entendez bien? Claudie, vous m'entendez? Oui, on entend et on voit bien. Il n'y a pas de souci, je vois qu'il y a des réponses aussi. Donc, merci beaucoup à Claudie, merci à Parkinson Québec de faire en sorte qu'on puisse faire cette conférence par webinaire. Ça me fait plaisir d'être avec vous, vous qui êtes un peu partout de Bécomo à Montréal, j'imagine, pour vous parler de la neurochirurgie fonctionnelle dans la maladie de Parkinson. Petite correction que j'aimerais faire tout de suite, là, je ne travaille pas dans tous les hôpitaux de la ville de Montréal. Je suis passé par plusieurs hôpitaux, mais maintenant je suis principalement concentré au CHUM et au CRCHUM. Donc, voici le plan un peu que j'ai pour vous. On regarde un petit peu au point de vue de la stimulation cérébrale profonde si c'est un traitement en investigation. Il y a beaucoup de gens qui nous posent encore la question à savoir est-ce que c'est de la recherche ou c'est vraiment un traitement qui est disponible pour tout le monde. Donc, on va parler de ça. Est-ce que c'est sécuritaire? On va faire une intervention dans le cerveau, donc ça devrait être dangereux. On va parler de tout ça, à quel point c'est sécuritaire cette opération-là. Bien entendu, quelle est l'efficacité? Est-ce que ça vaut la peine de passer à travers ce genre de chirurgie-là? Comment on fait pour déterminer si on est un bon ou pas un bon candidat? Est-ce que c'est quelque chose qui a des bonnes chances de nous aider ou de ne pas nous aider? Puis on va regarder un petit peu les autres options, tant au niveau de la chirurgie, des autres chirurgies qui se font, et aussi des autres options quand on a le genre de problème pour lequel on pourrait penser à une stimulation cérébrale profonde.
Donc, en quoi ça consiste quand on rentre dans un programme de neurochirurgie fonctionnelle? La première des choses, c'est pour nous de déterminer la candidature de la personne qui se présente à nous. Donc, c'est de savoir, en d'autres termes, est-ce que cette personne-là va être aidée par la chirurgie? Est-ce qu'on a des bonnes chances d'améliorer sa qualité de vie? C'est ça qui est le plus important. C'est pas nécessairement de procéder à la chirurgie, mais c'est de s'assurer que ce traitement-là va être utile et on va essayer de faire en sorte que toutes les chances soient de notre côté pour que le traitement soit un succès. Une fois qu'on a déterminé la candidature, ben, c'est de faire certaines évaluations préopératoires, certaines qui vont nous permettre de voir si effectivement euh, il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie, qui vont nous permettre de déterminer aussi quelles sont les chances. Est-ce qu'on a 80% de chances d'amélioration? Est-ce qu'on a 50% de chances d'opération? Ce sont des informations qui sont importantes à savoir avant de se lancer dans cette expérience-là. On va voir ensuite là, les détails un petit peu de ce que c'est cette chirurgie-là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer après l'opération, parce que c'est pas terminé après l'opération, comme vous verrez. Donc, il y a un suivi assez serré qui se fait par la suite. Donc, quels sont les critères pour savoir si on est ou non un bon candidat pour la chirurgie pour la maladie de Parkinson? Je vous dis tout de suite que je peux parler ici de la stimulation des noyaux sous-thalamiques, qui est l'opération principale pour la maladie de Parkinson dans son ensemble. À la fin, on parlera de façon plus spécifique d'autres cibles qui peuvent être utilisées, qui sont parfois utiles pour des symptômes bien particuliers dans la maladie de Parkinson. Mais dans la maladie de Parkinson avancée, compliquée, c'est surtout la stimulation des noyaux sous-thalamiques qui nous intéresse et puis c'est là-dessus, euh, c'est de cela que je vais parler principalement. Donc, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on a vraiment une maladie de Parkinson, une vraie maladie de Parkinson. Donc, vous savez peut-être qu'il y a différents types de ce qu'on va appeler du parkinsonisme, donc des gens qui ont des symptômes de maladie de Parkinson, mais qui n'ont pas exactement la maladie de Parkinson parce qu'il y a d'autres symptômes, il y a d'autres signes qui suggèrent donc qu'il s'agit d'un syndrome parkinsonien, d'une maladie autre que la maladie de Parkinson. C'est très important pour nous d'avoir cette information-là parce que ces opérations de stimulation des noyaux sous-thalamiques fonctionnent bien chez les patients qui ont la maladie de Parkinson, mais fonctionnent mal et peuvent même causer une détérioration chez les gens qui n'ont pas la maladie de Parkinson. Donc, c'est très important d'avoir un diagnostic très précis de maladie de Parkinson. Ensuite, vous voyez ici que l'âge est un facteur important. Donc, on a marqué ici 70 ans. C'est pas comme les bouteilles de lait qui, après la date de péremption, on doit les jeter ou à peu près. Euh, c'est une approximation pour dire que, en fait, plus on est jeune quand on a cette opération-là, plus on a de chances de bien en profiter. Plus on est âgé, notre cerveau à ce moment-là est un peu moins plastique et les chances qu'on ait une amélioration importante sont peut-être moins grandes. Donc, si quelqu'un est déjà un bon candidat à 60 ans, ça donne rien d'attendre 10 ans pour avoir la chirurgie. Mieux vaut la faire plus tôt que plus tard. Ensuite de ça, l'indication principale, ce sont les gens qui ont des fluctuations importantes. Donc, des gens qui vont avoir des périodes on, des périodes off, habituellement qui vont être plus difficiles en fait, habituellement, ce qu'on recherche, c'est les gens qui ont ces fluctuations-là qui sont difficiles à contrôler avec la médication. Donc, c'est ça qui devient l'indication principale pour la chirurgie. Ça nous prend une bonne réponse à la lévodopa, donc quelqu'un qui, après une dose de lévodopa, va montrer une bonne réponse, va s'améliorer d'une façon significative. Ça, c'est très important. C'est le critère le plus important qui nous prédit une bonne réponse à la chirurgie.
Bien entendu, là, il faut être en bonne santé en général pour passer à travers ça. C'est une opération importante. On ne doit pas avoir des problèmes d'hallucination, des problèmes cognitifs importants pour aller dans cette opération-là. Une des choses aussi qui est très importante, c'est d'avoir des objectifs réalistes. Donc, des gens qui viennent nous voir, qui disent, ben, j'aimerais avoir cette opération-là pour refaire ma vie comme quand j'avais 25 ans, c'est pas ce qu'on peut offrir. Donc, il faut qu'on ait quand même un certain réalisme dans ce que l'opération peut apporter. Donc, un contrôle des fluctuations, des choses comme ça, c'est réaliste. Mais de commencer à jouer du piano comme Liszt, ben ça, c'est pas tellement réaliste et c'est important de s'assurer que les gens ont des objectifs réalistes pour pas qu'il y ait de déception après la chirurgie, pour que les gens pensent, ah ben, moi je croyais que l'opération faisait ci, faisait ça, et puis ils sont déçus parce que ça les rend pas comme quand ils avaient 25 ans. Le support social est quelque chose d'important aussi. C'est important d'être bien entouré dans toutes ces circonstances-là. Euh, mais bon, ça, c'est, disons que c'est un peu un critère un peu plus variable, si on veut. Donc, donc, je vous en disais déjà un petit peu, l'âge, bon, la littérature en général montre que si on opère des gens qui sont plus âgés, à ce moment-là, on risque d'avoir une moins bonne amélioration au niveau des activités de la vie quotidienne, au moins bonne amélioration au niveau de la qualité de la vie. On a plus de chances d'avoir des problèmes de dépression et le taux de complications serait plus élevé. On parle là, des hémorragies, des problèmes psychiatriques et des infections de l'appareillage. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de penser à opérer des gens un peu plus jeunes qu'un peu trop âgés. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, plus de risques d'hémorragie, plus de risques de démence. La réponse à la lévodopa, je vous disais aussi que c'est notre meilleur prédicteur de bonne réponse à la chirurgie. Donc, c'est très important. Donc, comment on va faire pour trouver les personnes qui sont les plus adéquates euh, pour cette chirurgie-là, ceux qui vont en bénéficier le plus. Donc, à part avoir une évaluation par le neurologue et le neurochirurgien, dans notre équipe, on fonctionne beaucoup ensemble, où on va s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une vraie maladie de Parkinson, qu'on a vraiment les fluctuations importantes, que euh, les médicaments qui devaient être essayés ont été essayés. Donc, tout ça va se faire pendant l'évaluation initiale. C'est à ce moment-là qu'on va expliquer un peu comment les choses se passent pour la chirurgie, pour que les gens aient le plus d'informations possible. Une fois qu'on a décidé que tout le monde ensemble que la chirurgie était le traitement qu'on voulait, avec lequel on voulait aller de l'avant, on va procéder à une évaluation neuropsychologique. Donc, on s'assure que l'état cognitif, fonctionnel de la personne est adéquat pour la chirurgie. C'est sûr qu'en vieillissant, notre mémoire, elle n'est pas exactement ce qu'elle était quand on avait 25 ans. Donc, on peut avoir certaines fragilités de ce côté-là et c'est important de connaître cette fragilité-là. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres aussi. Et donc, c'est très important de s'en aller vers l'opération en sachant euh, connaissant cette variable-là. Ça va peut-être nous amener à procéder d'une façon peut-être un peu différente par rapport à la chirurgie. On fera peut-être un côté à la fois. On attendra peut-être un certain temps entre les deux côtés, etc. Donc, un peu plus de précaution pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un challenge à la levodopa. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on fait venir la personne dans une phase off technique, c'est-à-dire qu'il y a eu un sevrage de la médication anti-parkinsonienne pour au moins 12 heures. Donc, la personne vient nous voir dans un état off et pendant lequel elle sera examinée.
et on va donner une dose habituellement supra-optimale de levodopa pour voir un peu quelle est la réponse. Donc ça, c'est très important, comme je vous le disais. Ça nous permet de voir si on a une bonne réponse. Ça nous permet aussi de voir quels sont les symptômes que la personne a quand elle n'a pas de levodopa, mais aussi quand elle a de la levodopa. Est-ce qu'on a des dyskinésies? De quel côté sont les dyskinésies? Est-ce qu'on a des problèmes euh, à marcher avec l'équilibre, même quand on est sous la médication? Donc, toutes ces informations-là sont très importantes pour nous aider à savoir quelles sont les chances qu'on va aider cette personne-là, mais aussi de donner une évaluation plus réaliste du genre de succès qu'on peut avoir. Comme vous verrez, les problèmes de démarche et d'équilibre, quand ils ne sont pas améliorés par la levodopa, risquent de ne pas être améliorés par la chirurgie. Donc, c'est une information qui est très importante à avoir pour informer les gens de ce qui pourrait les attendre après la chirurgie. Les troubles cognitifs. Donc, on a dit qu'il y avait des gens qui avaient une certaine fragilité. Il y a des gens, comme je vous disais, qui sont plus fragiles et chez qui, à ce moment-là, qui peuvent même avoir des troubles cognitifs significatifs. Et ça peut devenir à ce moment-là assez difficile pour eux d'être capables de tolérer la contribution qu'ils doivent avoir pendant l'opération. Il faut comprendre que l'opération dont il s'agit ici est une opération qui se fait en grande partie éveillée. Donc, les patients doivent collaborer pendant l'opération avec le neurochirurgien qui aura besoin de voir leurs réponses, leur posera des questions. Donc, ils doivent être présents à l'opération. Donc, il faut qu'ils aient la capacité de collaborer, sans quoi cette chirurgie-là n'est pas possible. L'autre chose, quand on a des problèmes cognitifs, l'anesthésie générale, donc qui est nécessaire dans la deuxième partie de l'opération, comme on le verra, cette anesthésie-là peut causer certains problèmes, peut causer ou contribuer du moins à ce qu'on appelle un délirium où il y a beaucoup de confusion. Donc ça peut être assez difficile. Il y a des gens qui ont un petit délirium, il y a des gens qui ont des déliriums plus importants et ça peut être difficile. On peut des fois en laisser quelques plumes. Donc, on n'a pas, on essaie à ce moment-là là, de peut-être de penser à autres options que la chirurgie chez les gens qui ont ce type de problème. Donc, la challenge à la levodopa, on en a parlé, je vous ai expliqué ça, on peut passer à la prochaine diapositive, qui est le travail préparatoire du neurochirurgien. Donc, une fois qu'on a passé à travers le challenge, l'évaluation neuropsychologique, l'évaluation clinique, on a décidé qu'on était un bon patient, un bon sujet pour la chirurgie. Donc, à ce moment-là, on va passer une résonance magnétique et avec la résonance magnétique, on va être capable de commencer à travailler sur la trajectoire qu'on va suivre avec la sonde pour aller la placer au bon endroit, sans toucher à des structures qui pourraient être dangereuses. Donc, on est capable de faire ça avec certaines techniques. Si vous voyez dans les images, donc en bas à droite, vous voyez ce que vous voyez là, c'est la surface d'un cerveau en vert. Et en rouge, ce que vous voyez, c'est des lacs veineux. Donc, on essaie de s'organiser pour passer à côté de ces lacs veineux-là pour ne pas induire une hémorragie au-dessus du cerveau. Donc, avec les images qu'on a, on est capable de passer à côté, ce qui limite beaucoup là, ce genre de risque. Puis ensuite, bien, on va essayer de voir, on peut regarder dans les diapositives que vous avez, les photos que vous avez plus à gauche, en haut et en bas. Ça nous permet de déterminer la trajectoire en évitant certaines structures qui sont plus profondes dans le cerveau et qui pourraient causer des symptômes neurologiques. Donc, cette photo-ci, cette fois-ci, montre en haut à gauche l'équipe de neurochirurgie à l'hôpital neurologique. Ce que vous voyez dans les petits encadrés à droite en haut, ce sont encore des images où on planifie la progression de l'électrode. Donc, vous voyez qu'il y a des coordonnées en X, en Y et en Z. Puis vous voyez dans le carré en bas à droite
une image, si vous voulez, plutôt virtuelle d'un cadre stéréotactique. Vous allez voir dans un instant à quoi ça ressemble. Ce cadre-là, donc, nous permet de déterminer pendant la résonance magnétique les coordonnées du noyau sous-thalamique qui nous intéresse. Ce que vous voyez ensuite en bas à gauche, ce sont différentes structures à travers lesquelles l'électrode va devoir passer. Puis vous voyez une structure qui est, si vous voulez, au deuxième étage à partir du bas où c'est marqué STN, à travers laquelle se trouve l'électrode. Ça, c'est le noyau sous-thalamique, subthalamic nucleus en anglais. Et ce que vous voyez à droite, les petits graphiques, si vous voulez, c'est les signatures électriques des différentes structures à travers lesquelles l'électrode va passer et qui nous permettent de nous rassurer qu'on est exactement au bon endroit tel qu'on l'avait planifié. Dans la salle d'opération, vous pouvez peut-être voir qu'il y a certains appareils avec des écrans. Donc, ce sont des appareils qui nous permettent d'enregistrer ces structures-là et aussi de faire certaines stimulations au pourtour du trajet de l'électrode pour s'assurer vraiment à 100% qu'on est exactement au bon endroit. Donc, ce que vous voyez ici, donc dans l'image du centre, c'est un rayon X du crâne normal, si vous voulez, avec des électrodes qui sont insérées. Donc, ce que vous voyez, c'est comme les yeux, mais comme c'est une image en composition, là, vous pouvez voir que les électrodes ont été insérées profondément à l'intérieur du cerveau, donc ça va tomber presque au niveau des yeux, mais bien en arrière des yeux, bien entendu. Vous avez l'image de côté ensuite en bas à gauche avec l'image du cadre stéréotactique aussi. Donc, c'est ça qui nous permet là, de bien savoir où est-ce qu'on se trouve pendant la chirurgie. Enfin, ce que vous avez en bas à droite, c'est la batterie qui a été placée. On va voir d'autres images de cette batterie-là, qui est donc en sous-cutanée et qui est connectée aux électrodes qui vont dans le cerveau. Vous avez en haut à gauche une image là, de cette batterie-là avec ce que tient dans la main gauche le chirurgien, c'est la paire d'électrodes. Le petit appareil qui est dans la main droite, c'est un appareil qu'on peut utiliser là, par la suite pour essayer de voir si la batterie fonctionne bien. Ça, c'est un petit appareil que le patient va avoir ensuite. Donc, une fois que l'opération est faite, habituellement, les gens ont environ 10 jours à l'hôpital et pendant cette période-là, souvent, on a ce qu'on appelle un effet d'insertion, un effet de micro-lésion. Donc, juste le fait d'aller glisser, si vous voulez, l'électrode dans le noyau sous-thalamique, juste l'insertion fait en sorte qu'il y a une petite lésion qui va avoir son effet symptomatique. Et des fois, c'est un effet absolument extraordinaire. C'est un bon signe qu'on va avoir une bonne réponse. Et donc, les gens sont habituellement très contents de ça. Parfois, on va commencer tout de suite à commencer la stimulation à faible bruit, si vous voulez. Mais on sait que cette stimulation-là n'est pas une programmation qui est définitive. Des fois, ça peut arriver que c'est de façon un peu à l'aveugle qu'on trouve exactement la bonne programmation dès le départ, mais souvent, il va falloir attendre un petit peu que les neurones s'habituent, si vous voulez, à la présence de cette électrode. Et cette habituation-là peut prendre jusqu'à 3 mois après l'opération. Après 3 mois de l'opération, on fait ce qu'on appelle une revue monopolaire où on va aller questionner le système en travaillant sur chacun des contacts. Vous avez peut-être vu sur les électrodes qu'il y avait 4 contacts par électrode. Donc, ça nous donne la possibilité d'utiliser un de ces 4 contacts ou deux de ces 4, ou les 4 contacts, si vous voulez, pour avoir la meilleure réponse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va stimuler chacun de ces contacts-là pour savoir lesquels sont utilisables et lesquels vont nous donner le moins d'effets secondaires et le plus d'effets bénéfiques. Donc, après avoir fait ça, on va établir donc une programmation avec toute cette connaissance-là
et sur laquelle on va travailler par la suite avec des petits ajustements pour avoir l'effet optimal le plus tôt possible. Habituellement, 6 mois après l'opération, on a des paramètres qui sont relativement stables et avec lesquels on va demeurer pour des années. À chaque fois qu'on fait des ajustements au niveau du noyau sous-thalamique, ça prend environ 1 mois pour que l'effet s'installe bien comme il faut. Il y a une autre cible qu'on utilise beaucoup moins maintenant qui est le globus pallidus interne, GPI. On l'utilise encore cependant fréquemment dans d'autres maladies comme les dystonies et ça prend à ce moment-là beaucoup plus longtemps pour s'établir. Ça prend 3 mois avant qu'on puisse refaire de nouveaux ajustements. Donc, vous voyez ici encore une fois en haut à gauche notre batterie avec le fil qui se connecte à l'électrode. Donc, ce fil-là, je vous disais au début, l'opération se fait de façon éveillée. Ça, c'est pour l'insertion de l'électrode dans le cerveau. La deuxième partie qui demande l'anesthésie générale, c'est quand on passe ce grand fil-là en dessous de la peau, à partir du crâne jusqu'au niveau sous-claviculaire où là, on va insérer dans une petite pochette sous la peau la batterie. Vous voyez en haut à droite, là, une dame qui a eu cette batterie-là en dessous de la peau, la petite bosse que ça peut faire, qu'on peut voir. L'appareil que vous voyez en dessous qui est bleu est l'appareil qu'on va utiliser pour questionner et programmer la batterie. C'est le neurologue qui a cet appareil-là. Le petit appareil qui est complètement à droite, ça, c'est l'appareil qui s'en va avec la personne qui est opérée, qui peut lui permettre de ouvrir ou fermer la batterie. Ça peut être pertinent d'avoir un appareil comme ça quand, par exemple, on doit avoir un électrocardiogramme qui la batterie peut interférer avec l'électrocardiogramme, donc ça peut valoir la peine de arrêter la batterie pendant l'électrocardiogramme et puis on peut repartir la batterie par la suite. L'image que vous avez ensuite en bas, ça montre le monsieur avec un petit appareil semblable là, qui questionne sa batterie pour voir si elle fonctionne ou non. Et ce que vous avez, la dame, elle, a un appareil pour recharger sa batterie. Il y a certaines batteries qui peuvent être rechargeables qu'on va utiliser dans des conditions bien particulières. Une des questions qu'on a encore, même si on fait cette intervention-là depuis à peu près une vingtaine d'années au moins, c'est est-ce que c'est encore un traitement en investigation? Donc, la question, bien entendu, c'est non. C'est une opération qui est connue dans le monde, donc depuis que Dr Benabid, dont vous voyez la photo à droite en haut, a inventé ça à Grenoble. Nous, on a commencé ces opérations-là dans les années, fin des années 90. Et puis, on a environ 300 patients dans notre programme, là, plus de 300 patients maintenant qui ont été opérés. Donc, c'est une opération qui est rendue maintenant assez commune un peu partout dans le monde. Je vous mets la photo du docteur Benabid parce que il y a des bonnes chances que ce soit un des prochains prix Nobel de médecine. Donc, vous pourrez dire que vous avez eu l'information avant tout le monde. Je vous montre un peu les cibles. Donc, dans le milieu, c'est le noyau sous-thalamique qui est en rouge, là, l'encadré du milieu. Donc, juste en dessous du noyau sous-thalamique, c'est la substance noire, qui est l'endroit là où la dopamine est formée habituellement et qui est atteinte dans la maladie de Parkinson. Je vous ai parlé un peu du globus pallidus. Donc, ça, c'est l'image qui est à droite, qui est moins utilisée dans la maladie de Parkinson, mais beaucoup plus dans la dystonie. Et enfin, à gauche, c'est le thalamus. Ça, c'est une cible qui est peut-être plus pertinente pour nous. Je vais vous en reparler un petit peu plus, qui est importante pour le contrôle du tremblement. Donc, c'est important pour le contrôle du tremblement, principalement tremblement essentiel, mais parfois aussi même dans le tremblement de la maladie de Parkinson, quand c'est le symptôme principal, ça se pourrait qu'on aille à cette cible-là plutôt qu'aller au niveau du noyau sous-thalamique. Ce sont toutes des structures, comme vous voyez, qui sont toutes les unes à côté des autres.
Le globus pallidus est juste à côté du noyau sous-thalamique, mais un peu plus latéral. Et puis vous voyez que le thalamus, bien entendu, il est juste au-dessus du noyau sous-thalamique. Est-ce que c'est sécuritaire? Donc, ce qui nous fait toujours peur à tous quand on va avoir une intervention dans le cerveau, c'est qu'il y ait une lésion qui soit causée et qu'il y ait un saignement et que ce segment-là nous donne des symptômes qui seraient semblables à un AVC. Donc, il faut savoir qu'environ de 2, maintenant peut-être plus près de 2% de risque d'avoir une petite hémorragie dans le cerveau. Ce qui est intéressant maintenant dans la littérature, c'est de savoir que c'est la moitié de ces hémorragies-là sont complètement asymptomatiques. C'est-à-dire que si on ne faisait pas d'imagerie du cerveau après l'opération, on ne saurait pas qu'on a eu une hémorragie. L'autre moitié des hémorragies va être symptomatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un déficit neurologique qui peut faire donc comme une petite paralysie et qui habituellement va se résorber dans le temps. Donc, c'est assez rare, c'est même très rare qu'on va avoir des effets à long terme de ces hémorragies qu'on pourrait induire en descendant une électrode à travers le cerveau. Les autres effets secondaires qui sont importants de connaître avant de se lancer là-dedans, c'est de savoir qu'il y a environ, euh, on dit ici 15-16%, c'est un peu beaucoup maintenant, je pense, puis peut-être que ça dépend aussi d'une littérature qui est un peu ancienne, comme vous voyez, là, le papier rapporte ça avait été publié en 2007. Quand on regarde nos séries, puis les séries des autres aussi, plus récemment, c'est environ 5% de gens qui, sur 5 ans, risque d'avoir une infection ou que si la peau est très mince par-dessus le câble qui passe par-dessus la tête, que cette peau-là se brise et puis qu'il laisse paraître euh, le câble, si vous voulez, là, qui rejoint la batterie à l'électrode. Donc, il faut comprendre que c'est euh, des corps étrangers qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est toujours plus sensible aux infections et il faut faire particulièrement attention à ça. C'est sûr que les choses sont encore plus compliquées. Le fait que l'électrode, elle va dans le cerveau, donc c'est une chose d'avoir une infection en dessous de la peau, mais c'est autre chose que d'avoir une infection à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est pas mal plus sérieux. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un peu les résultats qu'on a avec notre série, là, quelque chose qu'on avait publié il y a déjà quand même un certain temps. Comme vous voyez, donc, un taux d'hémorragie qui est très comparable, taux d'infection qui est très comparable aussi, ainsi que les problèmes, ce qu'on appelle de quincaillerie, là, qui sont très comparables positivement comparables, avantageusement comparables avec la littérature, si vous voulez. Encore une fois, d'autres informations, certaines qui viennent de notre groupe, qui montrent en fait que ces interventions chirurgicales n'ont pas d'effet significatif au niveau cognitif. Une des craintes qu'on avait au tout début de cette expérience-là, c'était que d'aller de déposer des électrodes dans le cerveau pouvait causer des problèmes cognitifs. Donc, faire en sorte que les gens perdent la mémoire, bon, etc. Et l'expérience montre que, à part peut-être d'avoir un petit peu moins de fluence verbale, le reste est intact, demeure intact. Donc, on n'a pas de détérioration cognitive significative qu'on va avoir après l'opération. Un autre problème qu'il y avait eu au tout début, c'était des problèmes de dépression et même de suicide après l'opération. On s'est rendu compte que probablement il y avait eu des manipulations de médicaments post-opératoires qui étaient peut-être un peu trop agressives dans certains groupes et que c'était surtout ça qui avait causé les problèmes de dépression et suicidaire. Dans notre groupe, on a eu une bonne stabilité au niveau de l'état moral, si vous voulez, de la dépression. Donc, on n'a pas eu une augmentation de la dépression. Et c'est ce qui est montré aussi dans les autres groupes autour du monde dans la littérature plus récente.
Une des choses qui est quand même importante à mentionner, c'est que quand on fait une opération dans des structures identiques du cerveau d'un côté et de l'autre, à droite et à gauche, on a parfois des problèmes au niveau de la musculature axiale, c'est-à-dire donc pas les bras, mais principalement au niveau de l'équilibre, de la démarche et au niveau aussi de l'articulation. Donc, heureusement, avec la stimulation, comme on peut moduler l'électricité qui est envoyée dans le cerveau, on peut avoir un effet pour diminuer ou rarement, c'est ce qu'on va vouloir augmenter, mais on peut au moins contrôler en partie ces problèmes-là. Des fois, c'est une espèce de négociation qu'on fait. On a une amélioration importante, mais pour avoir cette amélioration importante-là, il faut qu'on accepte d'avoir un petit peu plus de problèmes à articuler, donc faire un peu plus attention, faire des exercices un peu plus pour que tout fonctionne pour le mieux. Le gain pondéral est quelque chose qu'on voit dans une faible proportion, mais qui existe quand même. Donc, les gens ont tendance à prendre du poids un peu après l'opération, ce qui n'est pas habituellement une mauvaise chose là, dans notre population de gens avec la maladie de Parkinson. Maintenant, je vous ai parlé beaucoup des risques. Si je vous parle maintenant des bénéfices de cette opération-là, cette diapositive résume assez bien ce qu'on voit. Donc, vous voyez dans la première tarte qui est à gauche, l'état des choses chez des patients qui sont avant l'opération. Donc, de quoi ils ont l'air avant l'opération. Vous avez un 27% là, qui est le temps où ils sont confortables, ils sont fonctionnels, ils sont ni off, ils n'ont pas trop de dyskinésie, ça va bien. 6 mois post-opératoire, c'est la tarte, la deuxième tarte vers votre droite. Vous voyez que ce même temps-là est passé donc à 75%. Donc, c'est à peu près ça qu'on est capable de voir. Donc, une amélioration d'environ 80% des symptômes de la maladie dans le contrôle là, des fluctuations. Ça, je vous dirais que c'est l'effet le plus important de l'opération. Donc, le tableau ici résume un peu la même chose. On a des gens qui, avant l'opération, ont des fluctuations importantes et après l'opération, qui tendent à rester dans la fenêtre thérapeutique on sans effets secondaires. C'est une diapositive qui montre encore la même chose, mais par rapport aux symptômes. Donc, ça montre en fait que cette opération-là peut aider le tremblement jusqu'à 75% des cas, peut aider la rigidité jusqu'à 70% des cas et la lenteur à 50% des cas après 5 ans. Donc, ce sont des effets qui vont durer dans le temps d'une façon consistante. C'est pas seulement un truc qui va durer 1 an ou 2 ans. Je considère que cette chirurgie-là est un peu le deuxième miracle qui est arrivé dans la maladie de Parkinson, dans le monde de la maladie de Parkinson. Le premier, c'est la découverte de la lévodopa. Le deuxième, c'est cette chirurgie-là. Donc, en contrôlant la symptomatologie, alors qu'on n'est plus capable de bien la contrôler avec les médicaments, on est capable de donner une vie et une qualité de vie qui va se prolonger pendant plusieurs années. Donc, quand on regarde ça, ça dépend comment on regarde ça, mais on pourrait dire que jusqu'à un certain point, ça augmente la survie des gens avec la maladie de Parkinson pour les gens à qui ça s'adresse. Donc, ce sont les résultats d'une étude ici que je vous montre qui est une étude de principe, donc qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2006, qui montre en fait ce qui est important là, c'est qu'une amélioration de la qualité de la vie. C'est une chose qu'on regarde de plus en plus. On voit là que il y a des changements significatifs. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Au niveau de ce qu'on appelle le UPDRS3. Donc, ça, c'est notre outil pour mesurer de façon relativement objective l'amélioration de la symptomatologie post-opératoire. Mais ce qui est encore plus important, c'est pas tellement ce qu'on est capable de mesurer dans la salle d'examen, mais c'est que la qualité de la vie des gens est améliorée. Ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, grosso modo, on parle, comme je vous disais, 75 à 80% d'amélioration en général
environ une quinzaine de pourcents qui vont avoir une amélioration modérée, mais il y a peut-être une dizaine de pourcents de patients qui vont trouver que l'opération valait peut-être pas vraiment la peine. Euh, Habituellement, on va être capable avec cette opération-là de diminuer la quantité de médicaments qu'on prend d'environ 50%. C'est pas un but en soi. Notre but, c'est toujours de participer au traitement pour que les gens aient une vie agréable le plus possible. Mais quand on regarde les choses a posteriori, on s'aperçoit qu'on a besoin de moins de médicaments et puis ça peut en moyenne être d'environ 50% de moins en général. Donc, je pense que cette diapositive-là montre en fait que les résultats comme je vous disais, se maintiennent sur plusieurs années. Euh, c'est bien entendu que la maladie sous-jacente progresse toujours. On n'a pas arrêté la progression de la maladie. Et ce qu'on voit ici, c'est que malgré une amélioration qui perdure au niveau des dyskinésies, de certains signes plus appendiculaires, au niveau des signes axiaux, donc ce qui répond moins à la lévodopa répond aussi moins bien à la chirurgie. Et donc, les problèmes d'équilibre, les problèmes de chute, bien, on va les retrouver aussi tels qu'on pouvait s'attendre de les retrouver avec l'évolution de la maladie. La même chose pour les problèmes cognitifs. C'est pas quelque chose, la chirurgie n'a pas d'effet protecteur contre ça. Les raisons pourquoi on pourrait ne pas avoir, pourquoi on pourrait faire partie des 10% là, des gens qui n'ont pas une bonne réponse à la chirurgie. Il y a des gens qui se sont penchés sur euh, le pourquoi de cela. Euh, un des des principales raisons, c'est d'avoir un mauvais diagnostic. Donc, comme je vous dis, on prête beaucoup d'attention pour s'assurer que notre diagnostic est vraiment un diagnostic de maladie de Parkinson clair, parce que les autres syndromes parkinsoniens n'auront pas une bonne réponse. Donc, c'est important pour nous, on met beaucoup de poids là-dessus. Que les électrodes soient mal positionnées, comme vous avez pu voir, on met énormément d'efforts aussi pour que nos électrodes soient très bien positionnées. On a d'ailleurs à peu près aucun patient qui a dû avoir ses électrodes repositionnées dans notre série à cause de l'effort qu'on met pour être très précis. Ensuite de ça, c'est les problèmes là, de quincaillerie. S'il y a une disconnexion entre la batterie, le câble, l'électrode, donc des choses comme ça. S'il y a un mauvais fonctionnement de la batterie, si la programmation n'est pas faite comme il faut, etc. Donc ça, ce sont des raisons qui peuvent faire en sorte qu'on n'ait pas une bonne réponse, qui pourrait expliquer une mauvaise réponse. Euh, Une diapositive juste pour parler de pharmacoéconomie, c'est quelque chose qui est populaire. Regardez si le fait d'avoir une chirurgie au point de vue social, est-ce que ça aide les choses? Ce que ces études-là montrent, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir une chirurgie va aider en termes de temps passé pour les soins, temps passé à l'urgence, temps passé loin du travail, tant pour le patient que pour l'aidant, etc. Donc, c'est avantageux au point de vue social d'avoir des programmes de chirurgie comme celui-ci. Cependant, le problème, c'est que le budget demeure toujours difficile. Donc, on ne peut pas opérer un nombre infini de personnes avec la maladie de Parkinson parce qu'il y a une certaine limite au budget. Et comme vous pouvez comprendre, ben, ça coûte relativement cher l'implantation de cet appareillage-là. Donc, je vous parle un peu des autres approches. Donc, la première des choses, et ça me fait penser en même temps de remercier la compagnie AbbVie qui est commanditaire là, pour ces webinaires. Donc, une autre approche qui est, je dirais, un peu plus récente chez nous, mais qui date des années 90 ou aussi ailleurs dans le monde, c'est le système duodopa.
Donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. C'est une approche qu'on pourrait avoir pour des gens avec des fluctuations complexes. Pour le tremblement, je vais vous parler un peu des chirurgies lésionnelles, donc d'aller faire des trous dans le cerveau, principalement au niveau du thalamus. Je vais vous montrer certaines choses qu'on fait depuis très longtemps, donc par des thalamotomies comme telles de façon classique, si vous voulez, par leucotome, par électrocoagulation, mais des choses un peu plus récentes, surtout, là, vous avez peut-être entendu parler des chirurgies par ultrason. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, si on commence par le duodopa, donc le duodopa s'adresse à une population un peu semblable à ce que on regarde là, comme pour la chirurgie par stimulation du noyau sous-thalamique. Donc, ce sont des patients avec des fluctuations importantes qui ne répondent plus à la médication par la bouche. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est on va passer un tube à travers la peau dans l'estomac jusque dans le jéjunum ici où se trouve l'endroit d'absorption de la lévodopa. Et ce tube-là est relié à une petite pompe qu'on porte en bandoulière qui va donner, si vous voulez, le duodopa, le lévodopa en gel de façon continue pendant la journée. Donc, c'est une technique qui est intéressante, qui permet donc d'avoir une diminution significative des fluctuations, comme on peut le voir sur cette diapositive-là, qui montre le temps passé en on qui est augmenté par le duodopa. Les effets secondaires, les risques de cette opération, ben, c'est une opération où on va passer quand même à travers la peau de l'abdomen pour rentrer directement dans l'intestin. La chose qui nous fait toujours le plus peur, c'est d'avoir une péritonite. Donc, c'est le genre de choses là, qui peut être le plus à risque. Une fois que le système est bien installé, tout ça, il y a un peu d'entretien à faire au niveau du trou qui est dans la peau, mais les effets secondaires sont beaucoup moins importants qu'au tout début de l'intervention. Donc, c'est pour montrer ici, c'est juste pour me rappeler de vous dire là, que cette intervention-là est une intervention qui est bien tolérée en général et qui a des effets à long terme qui sont intéressants. Donc, les patients peuvent rester aussi sur ce système d'administration de la lévodopa pendant plusieurs mois, plusieurs années. Maintenant, si je vous parle un peu de la chirurgie lésionnelle, donc je vous parlais tout à l'heure du tremblement qu'on peut euh, euh, traiter par des thalamotomies. Donc, ce que vous avez ici dans l'image, c'est une coupe de cerveau avec un petit trou que vous voyez ici, qui est au niveau du thalamus, qui a été faite par un leucotome. Le leucotome, c'est comme un scalpel microscopique, une technique qui est assez particulière à Montréal. Je crois que c'est le seul endroit maintenant où on pratique cette intervention-là, qui est une intervention absolument extraordinaire parce que ça nous permet d'aller sculpter exactement les cellules qui nous intéressent en préservant les autres. Donc, c'est une chirurgie extrêmement précise. Et avec ça, on a, là, je dis plus de 80% de résolution du tremblement, mais c'est plus autour de 90% où le tremblement disparaît complètement. Une autre technique qui est utilisée, c'est l'électrocoagulation, où on va descendre une sonde, un peu comme on fait avec la stimulation, et où la sonde, le bout de la sonde est un espèce d'élément qui va brûler cette région-là. C'est un petit peu moins précis, les résultats sont quand même très bons, mais c'est un petit peu moins précis parce que ça brûle les choses de façon, si vous voulez, circulaire autour de l'électrode. Il est bien entendu là aussi qu'il est possible d'aller mettre une électrode et de stimuler, un peu la même chose qu'avec la stimulation sous-thalamique. On peut faire la même chose dans le thalamus aussi, hein. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Enfin, il y a d'autres façons de faire des trous sans maintenant passer à travers la boîte crânienne. C'est la radiothérapie et la nouvelle chirurgie par ultrason. Donc, les deux ont
des principes à peu près semblables. Dans la chirurgie par radiothérapie, en fait, c'est qu'on utilise des rayons gamma, un peu comme on fait pour la radiothérapie pour les cancers. Et donc, on utilise encore une fois un cadre stéréotactique pour nous permettre de localiser l'endroit exact de la lésion. Et en mettant un espèce de casque par-dessus la tête du patient et en orientant, si vous voulez, les trous, on rentre le patient dans une source de rayons gamma importante qui ressemble à un igloo. Et en dirigeant les rayons comme ça, on est capable d'aller causer une lésion à un endroit bien précis. La différence d'avec les chirurgies comme avec le leucotome, comme avec la stimulation, comme avec l'électrocoagulation, c'est qu'on n'a absolument aucune cartographie. On ne peut pas aller donc dans le cerveau pour s'assurer que enregistrer les cellules pour les stimuler pour savoir qu'on est exactement au bon endroit. Donc, c'est une évaluation qui est un petit peu moins précise seulement que sur la base des images et non pas électrophysiologiques. Les résultats sont quand même intéressants. La radiothérapie, cependant, est associée avec des effets néfastes à long terme. Donc, ça va être utilisé surtout pour des gens qui n'ont pas une espérance de vie très grande et chez qui, bon, ben, si on a des effets secondaires dans 5 ans, c'est pas plus grave que ça. Ça, c'est le genre de lésion que ça va laisser ensuite au niveau du noyau thalamique que vous voyez ici. Différentes façons de voir avec la résonance magnétique. Pour ce qui est de la lésion par ultrason, donc c'est une nouvelle technique qui donc utilise au lieu des rayons gamma, des rayons par ultrason. Donc un peu comme votre micro-ondes à la maison. L'intérêt de cette chirurgie-ci, c'est que d'une part, donc encore une fois, on n'a pas à traverser la boîte crânienne, mais par ailleurs, on n'a pas besoin, on peut stimuler par une énergie un peu moindre pour s'assurer qu'on est à peu près au bon endroit. Donc, en plus d'avoir la localisation par l'imagerie, on a une certaine stimulation qu'on peut faire par les ondes ultrasons pour nous permettre de s'assurer qu'on est au bon endroit. Une fois qu'on a cette assurance-là, ben, on peut donner le courant qui est important là, en ultrason pour causer la lésion. Puis encore une fois, ben, ça fait des petites lésions comme ça au niveau du thalamus. Donc les résultats sont quand même pas mal intéressants. Plus on prend de l'expérience avec cette chirurgie-là, plus les résultats sont intéressants là, à travers le monde. Donc, c'est une chirurgie qui va être très bientôt disponible à Montréal. Là, au courant du mois de mai-juin, on devrait commencer à faire nos premiers patients à Montréal. Donc, je m'arrête D'accord. ici Merci beaucoup. et Merci pour la présentation. prendre J'avais des beaucoup questions s'il y en a. d'informations par rapport qui étaient très claires et très intéressantes. Je vois si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser au centre. Vous voyez qu'il y a une zone marquée. Vous posez vos questions ici et je vais les poser à voix haute pour que Dr. Panisset puisse y répondre. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question après avoir reçu l'opération, est-ce qu'on doit poursuivre la médication? Comme j'ai dit, l'opération comme telle, le but de l'opération n'est pas de diminuer la médication. On peut donc, il y a certaines personnes chez qui on va être capable de diminuer et de cesser complètement la médication. Il y a des gens chez qui on va continuer une bonne proportion de la médication qui était utilisée avant l'opération. Ce qui est vraiment important, c'est que l'état de la personne soit la meilleure. C'est surtout ça qui est important. Mais en moyenne, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'on est capable de diminuer, encore une fois, c'est Il y a une quelqu'un qui moyenne, commence à poser une question, 50% juste de la c'est médication uniquement des gens qui inscrit ont, après combien, juste pour pouvoir subi la cette opération. clarifier. Donc, oui, donc après combien de temps on peut conduire? Je sais pas. La conduite automobile. Ouais, c'est une opération
après laquelle on récupère assez rapidement. Donc, comme je disais, il y a une hospitalisation d'environ 10 jours et Quelles sont les habituellement, on va perspectives? On a attendre parlé de perspectives de 5 ans, mais environ de 3 10 mois ans après la après l'opération chirurgie. pour recommencer à conduire. Comme vous avez vu, on a une expérience là, qui est de plus de 20 ans avec cette opération-là. Euh, je parle de notre expérience et de l'expérience dans le monde. Euh, donc, les effets de la chirurgie sur les symptômes qui répondent à la chirurgie sont encore bons des années plus tard. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a, c'est plus l'évolution de la maladie. Donc, la maladie continue toujours à progresser et la maladie qui est plus avancée, bien souvent, ça va donner des problèmes d'équilibre, ça peut donner des problèmes au niveau de la cognition chez un certain pourcentage de patients et ces problèmes-là ne sont pas altérés ni par la Dans les chirurgie ni par prérequis, vous les avez médicaments. parlé Donc, c'est plus des ça qui problèmes va être cognitifs. Donc, il limitant, y a mais c'est quelqu'un qui aimerait limitant pour tout savoir le qu'est-ce que monde vous qui a la voulez maladie dire par les Parkinson. problèmes cognitifs. Ben, vous savez qu'à partir de 25 ans, c'est un peu une information qui est peut-être un peu déprimante, mais à partir de 25 ans, notre mémoire en perd. Donc, on se détériore au point de vue du fonctionnement de notre mémoire à partir de l'âge de 25 ans. Donc, quand on se retrouve autour de l'âge de 60 ans, ben, c'est sûr qu'on n'a pas la mémoire qu'on avait à 25 ans. Et il y a des gens qui ont un peu moins, un peu plus de mémoire. Donc, on essaie d'évaluer ces fonctionnements-là au niveau de la mémoire, au niveau de différentes fonctions cognitives, le jugement, les capacités visio-spatiales, les capacités langagières, pour se faire une idée de comment les gens fonctionnent. Donc, on a une certaine idée de la normalité des gens selon l'âge qui nous permet de stratifier un petit peu nos attitudes chirurgicales. Donc, comme je vous disais, s'il y a des gens qui sont un peu plus fragiles, bien à ce moment-là, on va prendre des précautions Une autre question, additionnelles est-ce qu'il y a une pour différence dans les résultats de entre les chercher ce femmes et passé-là. les hommes? Est-ce que vous avez pris, dans le fond, des statistiques par rapport au nombre de chirurgies faites chez les hommes? Je Je pense qu'on a dû opérer à peu près autant de femmes que d'hommes à peu près. Les résultats sont, je vous dirais, à peu près J'ai une question identiques, là. Il n'y a plus par pas de rapport au différence temps qui est à apparue déterminer si un entre patient a les les hommes et les prérequis. femmes. On parlait de plusieurs tests. Combien de temps ça prend entre déterminer qu'un patient doit avoir et dans le fond peut-être un candidat possible et la fin où on fait la confirmation, donc à la suite de la batterie de tests? Ouais. Habituellement, ce qu'on compte une fois qu'on a vu les gens, qu'on a déterminé qu'ils sont de bons candidats, c'est environ, là, en fait, à partir de l'évaluation initiale, c'est environ 3 mois pour avoir l'opération. Euh, il faut comprendre cependant là, que il y a pas, on essaie absolument pas de faire les choses rapidement. Et au contraire, on essaie de prendre notre temps le plus possible, des fois pour connaître les gens. Des fois, on va demander d'avoir une deuxième visite, une troisième visite pour bien cerner ce que les gens désirent, bien cerner aussi toutes les facettes de la maladie, les facettes de la personne qui est devant nous pour bien comprendre puis être J'ai bien quelqu'un sûr qui demande, que la on chirurgie est parle vraiment de les jouer dans adaptation le crâne et tout d'aider ça. Donc, on cette perce, personne-là. on va percer le crâne pour pouvoir aller accéder à ces zones-là. Euh, Mhm. Tout à fait. Donc, on va faire un petit trou de trépan d'environ là, qui est gros comme un 5 sous.
à peu près à ce Et donc, la niveau-ci là, cicatrice est sur quand ma même tête. petite Donc, on fait un petit trou pour ici, puis après. c'est par là qu'on va être capable d'aller glisser l'électrode à l'intérieur du cerveau. Tout à fait, tout à fait. Ça paraît beaucoup moins maintenant, là. Les premiers systèmes, ça faisait comme des petites bosses. Maintenant, On c'est va y aller beaucoup avec une plus dernière question. subtil. Si vous avez des C'est beaucoup questions que vous plus n'avez plat. pas eu le Donc, temps c'est de sûr que les poser, cicatrices, les cheveux uniquement repoussent par-dessus, peut-être me les donc ça paraît écrire. très peu. Donc, mon courriel est dans le bas à droite et je vais les faire parvenir à Dr. Panisset. Et puis, je vous invite aussi à répondre, si vous n'avez pas eu le temps, de répondre au sondage en bas à gauche pour savoir votre appréciation de la conférence. Donc, dernière question. Quelqu'un qui habite seul, est-ce qu'il y a des contraintes à retourner vivre seul à la maison après l'hospitalisation, donc après avoir subi la chirurgie? La chirurgie comme telle, en fait, la beauté de cette intervention-là, en fait, c'est que si tout fonctionne bien, puis on était autonome avant la chirurgie, le but, c'est de garder la personne autonome aussi après la chirurgie. Donc, on n'a pas besoin de personne D'accord. Merci parce qu'on a beaucoup. eu cette chirurgie-là. Il n'y a pas besoin Donc, d'aide de comme je vous l'extérieur disais, pour si vous ça. avez d'autres Donc, questions, c'était la tout à fait dernière. Vous possible allez pouvoir de vivre seul. me poser des questions et je vais les envoyer à Dr. Panisset. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que vous avez apprécié, vous en avez appris un peu plus sur la neurochirurgie fonctionnelle pour la maladie de Parkinson. Donc, moi, je vous invite à vous inscrire à la au prochain webinaire qui aura lieu le 9 mai prochain. Donc, il va parler de l'activité physique. Donc, où, quand, comment, quoi pratiquer comme activité physique. Et je voulais vous remercier la compagnie Abi pour ce financement à titre éducatif, donc nous a permis de réaliser ce webinaire. Et je vous tiens à vous rappeler que si vous avez manqué des événements précédents, ceux-ci sont disponibles sur notre chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir les écouter. Et aussi, si vous êtes proche aidant ou que vous souhaitez parler à votre proche aidant, on a aussi un nouveau type de formation qui est offerte en type webinaire comme ceci, qui s'appelle Mouvement d'appui. Donc, vous pouvez consulter notre site web pour consulter ces présentations-là, qui sont un peu une manière d'outiller les prochains ans par rapport à la maladie de Parkinson. Vous pouvez aussi assister si vous êtes quelqu'un qui vit avec la maladie de Parkinson. Donc, merci beaucoup, Dr. Panisset, pour cette conférence. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Merci. Donc, merci tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.